Moi, j'ai le sentiment qu'il y a deux choses. J'ai le sentiment qu'il y a un écosystème qui est extrêmement dynamique, notamment du côté des partenaires, des structures d'accompagnement. Il y a énormément de programmes, hein. Je pense qu'on le voit, il y a vraiment un bouillonnement par rapport à tout ce qui est proposition d'accompagnement, d'offres, de soutien pour les femmes entrepreneurs. Et d'un côté, on a les femmes entrepreneurs où j'ai encore l'impression qu'il y a encore un manque de synchronisation entre ces deux mondes-là. On voit toujours en fait les femmes qui disent que j'ai pas vu telle ou telle opportunité, mais moi justement pour reprendre l'adage qui aime bien châtie bien, je me positionne toujours du côté en fait des femmes entrepreneurs en leur disant mais en fait non, c'est à vous d'aller vers le marché, d'aller vers en fait les opportunités, c'est à vous d'aller chercher, parce que c'est pour moi en fait c'est l'essence même d'un entrepreneur d'être opportuniste et aussi d'être proactif dans sa manière en tout cas de chercher des solutions par rapport aux problèmes qu'elle rencontre. Donc en matière de financement et d'accompagnement, je pense qu'il y a quand même aujourd'hui une grosse évolution qu'on peut remarquer par rapport à il y a même 5 ans, où aujourd'hui on a des fonds d'investissement qui sont installés au Sénégal et en Afrique. On a des fonds dédiés aux femmes, avec le Women Investment Club par exemple. On a des programmes d'accompagnement. On a la DER qui est une institution vraiment gouvernementale qui œuvre, qui fait beaucoup de choses pour les entrepreneurs. Donc on a beaucoup de choses comme ça. On a des concours, on a des initiatives de financement de la Banque mondiale, de l'AFD. Il y a vraiment beaucoup de choses. Maintenant, je pense que c'est aux femmes de s'organiser et à la femme entrepreneur d'avoir cette attitude proactive, d'aller chercher les opportunités qui s'ouvrent à elle. Oui, je pense qu'il y a clairement un dialogue qu'il faut instaurer, qu'il soit un peu plus proche. Il y a un effort de proximité qu'il faut faire. Et je pense que les bons programmes tendent de plus en plus vers ça, à être beaucoup plus proches des communautés, à les écouter et savoir de quoi elles ont besoin de manière assez précise. Donc, ce dialogue-là aussi, il est instauré par les réseaux. Il y a de plus en plus de réseaux de femmes et ça vraiment je n'ai de cesse de le dire aux femmes entrepreneurs, mettez-vous en réseau, mettez-vous avec d'autres entrepreneurs, mettez-vous en réseau avec des institutions pour vraiment comprendre comment ils fonctionnent, parce que l'entrepreneur a beau avoir ses challenges, ces institutions aussi ont leurs défis et ont aussi leur façon de fonctionner, même si bon, ils font des fois des efforts, mais ça reste quand même des institutions qui ont quelquefois quelques rigidités. Et donc, les entrepreneurs doivent aussi comprendre cela et savoir qu'à un moment donné, quand je vois une opportunité qui est intéressante et qui peut vraiment transformer mon entreprise, il faut que je fasse ce minimum d'efforts-là. Donc, ce dialogue-là, il s'instaure à travers les réseaux, à travers en fait une proximité beaucoup plus des programmes et des institutions. Et je pense que ça, vraiment, c'est quelque chose qu'on voit qui est en train de se faire, parce que maintenant, il n'est plus question d'avoir des programmes qui sont parachutés. Voilà, on essaye de travailler avec des personnes de l'écosystème qui connaissent bien les entrepreneurs pour avoir vraiment cette pertinence-là en termes d'impact. Moi, je pense que le premier obstacle des femmes, ce sont d'abord les femmes. Il y a vraiment un gros travail en fait de compétences, ce que les Américains appellent les soft skills, c'est-à-dire les compétences humaines. Je parlais tout à l'heure de la proactivité, etc. La confiance en soi, la capacité en fait à saisir les opportunités. Donc, je pense qu'en fait, le premier défi auquel les femmes sont confrontées, et c'est ça, hier seulement, en fait, je faisais un live avec des femmes du Burundi. Et c'est vraiment à l'échelle africaine, toutes les femmes. Et c'est ce qu'elle disait. Elle disait qu'en fait, les femmes ne vont pas, par exemple, voir une opportunité et s'en saisir tout de suite. Elles vont dire « Ah, mais bon, est-ce que je vais être retenue ?» En fait, vous ne serez certainement pas retenu si vous ne tentez pas votre chance. C'est pareil pour une approche commerciale, strictement commerciale. Un appel d'offres, on se dit « Ah ben non, c'est un gros appel d'offres, je vais certainement pas être retenu. » Vous n'en savez rien tant que vous n'avez pas tenté. Et ne serait-ce que l'effort de s'exercer à se challenger, à être sur ces marchés-là, c'est important. Donc, je pense que les femmes
ont vraiment intérêt à développer ces compétences-là, de pouvoir oser, d'avoir cette confiance en soi, de savoir naviguer dans un monde d'opportunités et aussi de concurrence. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a de la concurrence qu'on va la refuser, c'est parce qu'il y a des concurrents qu'il y a un marché. Et donc, quand on refuse de se mettre en concurrence, on n'évolue pas. Donc, vraiment, moi, je pense que le premier défi, c'est cela. Après, je pense qu'il y a encore un gros effort à faire pour justement avoir des solutions aussi bien de financement et d'accompagnement qui soient de plus en plus proches des besoins des entrepreneurs. L'ADER propose un début de solution par rapport à ça, parce que quand on parle de fonds d'investissement et d'investisseurs, souvent, en fait, les critères sont vraiment beaucoup trop élevés par rapport à la nature du tissu entrepreneurial que nous avons. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Nous avons des championnes en termes d'entrepreneuriat dans nos pays, des femmes qui sont vraiment à la tête de très belles entreprises et qui saisissent quand même ces opportunités-là. Mais je pense que la masse, il y a encore un travail à faire pour justement accompagner et trouver des véhicules d'accompagnement qui soient de plus en plus adaptés à de la macro ou à du macro-entrepreneuriat, si je peux l'appeler comme ça. Ensuite, la deuxième chose que je pense vraiment très importante, c'est la formation. Il y a beaucoup de programmes aujourd'hui qui proposent de la formation, apprendre en fait à ne serait-ce qu'à bien présenter son projet. Moi, je vois souvent en fait des femmes qui m'abordent en me disant « Ah, j'aimerais tellement me lancer dans l'entrepreneuriat, j'aimerais tellement faire ceci, cela ». Et la première question que je leur pose, c'est en fait, qu'est-ce que vous avez à proposer ? Qu'est-ce que vous avez à proposer? Et dans déjà la présentation de cette proposition, il y a beaucoup de travail à faire. Donc la formation, elle est importante. Il y a beaucoup de programmes qui apprennent à pitcher, qui apprennent à faire un business plan, qui apprennent à faire des stratégies marketing. Donc il faut se former. En plus du réseau, je pense qu'il est très intéressant aussi que les femmes explorent en fait tout ce volet inspiration, leur capacité à aller se nourrir des belles histoires, des success stories, parce que bon, tout a déjà été inventé en termes de marketing. Bon, il y a des nouvelles, il y a des innovations, mais et en termes de stratégie aussi. Mais aujourd'hui, ne serait-ce que voilà, aller se dire, mais c'est quoi l'histoire de Airbnb, c'est quoi l'histoire de Uber, etc. C'est quoi l'histoire de Jumia? C'est quoi l'histoire de Yum Yum, etc. Ce sont des success stories qui sont là et qui sont à notre portée et qui sont en termes aussi de retour d'expérience disponibles et sur lesquels on peut s'inspirer. Donc cette inspiration-là, elle est importante. Il faut aussi s'inspirer en écoutant ces personnes-là. Dans la plupart, très généralement, en fait, ces personnes-là qui sont à la tête de ces entreprises-là, de ces success stories, sont très généreux en termes de partage. Donc on a sur YouTube pléthore en fait de choses qui permettent en fait de s'inspirer de cela et d'apprendre. Et la dernière chose que peut-être que je peux donner en termes de développement de ces compétences-là qui manquent, c'est en fait le fait de se trouver des mentors, de se trouver quelqu'un qui nous montre le chemin. Parce que le travail d'un entrepreneur est on est très focus, on est la tête dans le guidon. On a besoin de temps en temps d'avoir quelqu'un qui nous sort la tête de l'eau, qui nous dise en fait non, vous partez dans la mauvaise direction. Donc le mentorat est très important. C'est un peu comme les bajens, culturellement ce qu'on a ici. Donc en entrepreneuriat, il faut se trouver aussi sa bajen. Il faut trouver quelqu'un ou son nijai, en fait, ça peut être aussi un homme, quelqu'un qui va vraiment nous conseiller et qui va, en termes de stratégie, toujours nous permettre de garder en tout cas le cap. Et aussi, quand on a des difficultés, de nous aider à lever ces difficultés-là. On a des mentors qui servent à introduire à des réseaux, à introduire à des marchés, etc. Donc, d'avoir ces mentors-là qui vous accompagnent, c'est important. Ça peut être formel aussi et aussi très bien informel. Hein. Ça peut être une femme entrepreneur qu'on estime à succès et qui nous inspire, qu'on peut approcher en lui disant « Moi, j'aimerais vraiment que vous me mentorez. Je suis au début de mon aventure entrepreneuriale. » Et en général, ces femmes acceptent avec plaisir parce qu'elles auraient aimé aussi, quand elles étaient dans cette même situation, qu'on leur tende la main. Donc, il ne faut pas hésiter à aller chercher des mentors. C'est vrai qu'au départ, on a beaucoup d'entrepreneuriat de subsistance. Mais historiquement, quand on remonte aussi très longtemps, hein, il y a des décennies en arrière, nos arrière-grand-mères étaient des femmes entrepreneurs. Elles étaient entrepreneurs de fait.
parce qu'elles devaient en fait tenir leur famille à bout de bras. Donc cet entrepreneuriat-là, il est viscéralement en nous, dans nos cultures depuis très longtemps, cet entrepreneuriat féminin. Ce sont les contours qui changent, la façon en fait dont les femmes entreprennent. Effectivement, il y a beaucoup de mimétisme aujourd'hui, et parce que bon, c'est hype, c'est à la mode d'être entrepreneur. Mais à un moment donné, quand on est honnête avec soi-même, on se rend compte que très vite, on atteint les limites de cela. Et moi, j'ai pour philosophie de dire, peu importe ce qu'on fait et les raisons pour lesquelles on le fait, c'est pas, ça appartient à chaque personne. Mais dès lors qu'on fait quelque chose, il faut bien le faire. Aujourd'hui, moi, si même je dois aller chercher des cacahuètes, je vais aller vers la personne que j'estime qui fait les meilleures cacahuètes. C'est important d'asseoir son expertise et de valoriser même ce qu'on fait, même pour notre propre estime. De se dire, peu importe les raisons pour lesquelles je le fais et je le fais bien. Et dès lors qu'on se met dans cet état d'esprit-là, on se challenge permanemment, en permanence. On va se challenger tout le temps, on va essayer en fait de dire, ok, je proposais des sachets plastiques pour mettre mes cacahuètes. Bon, maintenant, les gens, ils sont un peu plus sensibles à cela. Je vais peut-être prendre des emballages en papier, etc. À tous les niveaux, on peut se challenger et dire, OK, je vais vraiment faire ça de la meilleure façon possible. Donc, ça, vraiment aussi, c'est quelque chose que les femmes doivent, cette rigueur-là, cet amour du travail bien fait, il faut le développer, peu importe, en fait, je pense, les raisons pour lesquelles vous êtes entrepreneur. Et peut-être aussi, il y a une chose qui est importante, c'est que, indépendamment de ces raisons-là, moi, je regarde souvent aussi l'impact. L'impact de ce que ces femmes, de l'entrepreneuriat de ces femmes, même si c'est un boulot à côté, même si on le fait par défaut, quel est en fait l'impact au final? L'impact, c'est pour en fait payer les études des enfants, mettre un peu de beurre dans dans les épinards. C'est comment dire, la santé des enfants. Donc, il y a une étude de l'AFDB qui montre qu'en fait, les femmes peuvent investir jusqu'à 90% de leurs revenus dans leur famille et dans leur communauté. Donc, elles réinvestissent en fait ce qu'elles gagnent, leurs revenus dans leur communauté. Et pour moi, ça a un impact économique incroyable. Et donc, pour moi, la raison de départ a moins d'importance. Le plus important, c'est l'impact. Et l'impact de cet entrepreneuriat féminin, il est flagrant en Afrique. Cette question-là, elle est aussi culturelle, hein. La terre appartient aux hommes et bon, c'est les femmes qui la travaillent. Mais aujourd'hui, je pense que la recherche d'indépendance économique aussi, l'objectif c'est cela. C'est de dire aujourd'hui aux femmes qu'en étant indépendantes économiquement, vous avez les ressources pour aller acquérir vous-même les terres dont vous avez besoin. Après, il y a aussi un travail de politique publique, parce que ça aussi, c'est beaucoup de politique publique qui doit être fait. Je sais que l'ONU Femmes avait un programme dans ce sens par rapport à l'accès à la terre, à la propriété pour les femmes. Donc ça aussi, c'est encore beaucoup de choses à faire. J'ai une amie qui me parlait notamment de ses collaboratrices qu'elle incitait en fait quand elles avaient leur tontine, au lieu d'acheter en fait un bazin par-ci, des bijoux, etc., d'investir dans la terre parce que c'est pas leur premier réflexe en fait. Et de se dire un jour ou l'autre, ne serait-ce que pour avoir un toit sur la tête, si jamais je suis en situation de précarité, j'ai en fait un toit sur la tête. Si jamais je suis en situation de précarité économique, j'ai une terre à exploiter, etc. Donc, il y a aussi c'est toujours en fait ces soft skills là de oser, de se dire au lieu, parce qu'elles ont quand même des revenus, mais au lieu de le mettre dans ça, j'ai plutôt en fait le mettre dans la terre. Et après le reste, je pense que les politiques doivent aussi beaucoup nous aider à ça en termes aussi de discrimination et permettre aux femmes un peu plus cet accès plus facilité à la terre. Et aussi il y a tout un dialogue de société par rapport à ça. Vous le voyez dans nos sociétés, hein, un homme a beaucoup de mal à aller vivre dans la maison achetée par sa femme et ça pose encore des problèmes de société. Donc c'est aussi un dialogue de société que je pense qu'il faut qu'on mène.
pense qu'il y a une question d'instinct de survie. Et c'est quelque chose aussi, je pense aussi, pour les femmes aussi, c'est exacerbé par le fait qu'on est aussi des mères, etc. Il y a cette question de, voilà, d'instinct de survie. Il faut survivre, il faut résister. Donc, il y a des secteurs qui ont été massivement impactés, notamment la restauration, où on a une forte présence voilà, des femmes, mais elles se sont adaptées, elles ont investi en masse les réseaux sociaux pour vendre en ligne, on a vu le boom des livreurs, etc. Elles ont changé leur modèle pour pouvoir être plus, en fait, dans d'autres modèles qui n'obligent pas, en fait, à être dans ce contact-là. Mais n'empêche, en fait, je pense que quand même, l'impact, il a été encore une fois beaucoup plus fort sur les femmes parce que quand les enfants n'étaient pas à l'école, il fallait toujours continuer à travailler tout en gérant l'école des enfants, etc. Et il y a des minorités masculines qui s'impliquent dans ça, mais entre nous, on le sait, majoritairement, c'est encore un fardeau pour les femmes. Et il est écrit nulle part qu'en fait, il n'y a que la femme qui doit gérer l'éducation ou la santé de ses enfants. Donc ça, je pense que, encore une fois, ça a été un double fardeau, cette crise du Covid pour les femmes. Mais voilà, les femmes ont cette capacité de résilience. Et puis nous, au Sénégal, on a ce concept-là, je ne sais pas, je n'ai pas de traduction, le mougne, qui est vraiment de se dire, OK, je vais résister, quelle que soit la situation, parce que par rapport à mes valeurs, parce que par rapport à mon éducation et parce que par rapport au rôle que je dois jouer dans la société et pour ma famille, je dois continuer en fait à résister. Donc elles ont résisté, mais c'est très difficile, c'est vraiment très difficile.